Pour cette présentation, on termine d'ailleurs cette présentation avec, cette slide du prochain livre, avec cette magnifique, illustration et sans transition, justement, je vais, m'appuyer sur les livres de l'année dernière, où, eh bien, je vais vous présenter les contenus, je vais vous rappeler un petit peu, le programme où, va figurer, en fait, un sommaire qui, nous permettra, ici, qui nous permettra, grâce à la partie 1 en fait, d'entrer en matière sur le code Python. Parce que la partie 1, c'est ni plus ni moins qu'un cours, qui, vous permet de vous initier à Python et qui a son pendant dans la plateforme en vidéo. Donc là, par exemple, si je vais sur, la partie 1, chapitre A, vous allez retrouver les énoncés de votre livre, un espace de programmation et la correction en vidéo pour vous former. Et donc ça va être comme ça toute la partie 1. Et en fait, ce programme de 4 webinaires, il a consisté en, à la fin de l'année 2021, un webinaire, d'installation des outils dont vous pourrez retrouver sur la chaîne, YouTube Hachette Evolukid et sur la page dédiée qui circule, qu'on pourra rappeler ici sur le chat. Donc vous pouvez retrouver du coup la vidéo. Donc le webinaire, c'était l'installation du Python, de Python, et cetera. Ensuite, le webinaire, 2, c'était en fait un bout de la partie 1 et les webinaires justement 2, 3 et 4, là on est au webinaire 3, c'est ensemble découvrir les bases de Python à travers cette partie 1. Voilà, cette partie 1, vous la retrouverez aussi dans le livre que vient de montrer Thomas, sur le slide. Dans la nouvelle édition, on a renforcé cette partie 1 justement. Et à la fin du webinaire, eh bien, on va justement aller vers la partie 2 qui est le bulletin officiel, le programme que vous suivez. Là, vous retrouvez, vous voyez, c'est une formation en Python, mais vous retrouvez quoi? Les chapitres de mathématiques. Statistique à une variable, probabilité, problème du premier degré, notion de fonction, tout ça, ce sont des chapitres de mathématiques. Mais, comme le dit le bulletin officiel, donc le Python n'est pas une matière principale, c'est une matière transverse qui doit être, reprise, notamment en mathématiques et donc du coup, en fait, c'est dans le chapitre, par exemple ici, statistique à une variable, comment on peut, utiliser Python. Voilà, donc après le chapitre, 3, la partie 3, la partie 4, ce sont, je vous inviterai à regarder les webinaires précédents, mais ce sont des supports qui vous permettent d'organiser des projets ou même des concours à l'intérieur de votre classe. Donc, on va commencer et je vais reprendre naturellement là où on s'est arrêté au webinaire numéro 2. Donc là, je vais vous reprendre ici le livre. Donc dans le webinaire numéro 2, si vous n'avez pas participé au webinaire numéro 2, c'est pas grave, puisqu'on est encore dans les bases. Et dans ce webinaire numéro 2, en fait, on s'est arrêté juste avant les listes. On avait fait, en fait, le formatage des chaînes de caractères. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas directement aller aux listes. Je vais prendre le dernier exemple que j'avais montré à la fin du webinaire numéro 2, que vous pourrez trouver aisément sur YouTube, sur la chaîne Hachette Éducation. Et donc, du coup, je vais repartir de ça et je vais continuer. Donc, du coup, moi, je vais utiliser ici et du Python. On va être en double écran. Et je vais utiliser ici, voilà, le PDF. Vous allez voir, ça se fait très bien. On va maximiser la place ici et du Python pour coder. Et on est parti. Et voilà. Donc, en fait, ici, hop là, on va avoir, je vais refaire un petit rappel sur EduPython. Là, attendez, hop, voilà. Donc ici, donc EduPython, 3 parties principales. À gauche, j'ai mon arborescence. Vous voyez, moi, je vois tout mon ordinateur. Bah, c'est pratique quand on va aller chercher des fichiers Python, on double-clique dessus, ils apparaissent dans cette zone principale qui est la zone où on produit, où on code. Et en bas, on a en fait une fenêtre avec différents onglets. Voilà, on a différents onglets. Alors, on va s'intéresser qu'à 2 onglets, c'est la sortie et la console, et principalement la console. En fait, la console, ça va être le résultat de votre programme, tout simplement et donc du coup, vous avez ces 3 zones, l'arborescence, là où vous codez et la sortie de votre programme à travers la console. Toutes les autres onglets, c'est pour faire des choses plus avancées. Par exemple, les points d'arrêt, c'est quand on fait du débugage, on peut surveiller les variables, des choses comme ça. Donc, on va pas en parler ce soir. Donc alors ensuite, tout en haut,
un petit rappel aussi, c'est dans la première vidéo. Ici, j'ai le bouton play, c'est pour lancer mon programme, d'accord? Donc du coup, on va sans plus attendre, bah, démarrer. On va faire fichier, on va faire nouveau, voilà, nouveau module Python ou nouveau fichier. Je vais faire nouveau fichier. Donc Python ici, hop là, je fais créer et voilà. Donc là, je vais rien faire d'extravagant. Je vais juste, déjà contrôler si tout est OK. Je vais faire print bonjour. Et là, vous voyez, j'ai fait print bonjour pour faire un print et j'ai bien bonjour en bas. Donc tout va bien, ça fonctionne. Et ce fichier, je l'ai pas encore enregistré. Si je fais CTRL S ou si je fais enregistrer, il va me dire où est-ce que tu veux l'enregistrer. Et voilà, je vais donner simplement la date d'aujourd'hui. Hop, hop, et euh, web, web binaire 3. Voilà, je vais juste donner la date d'aujourd'hui. Je vais le mettre dans mes documents. Pour l'instant, c'est très bien. Et vous voyez qu'il a pris le nom avec le chemin. Donc, on est parti. Alors, donc du coup, si je reprends le dernier exercice, on avait fait un formulaire. Donc, j'avais une déclaration de variable. Rappelez-vous, le Python, c'est un langage à typage dynamique. Ça, je l'ai dit, redit même l'année dernière dans tous les webinaires, mais ça ne m'empêche pas de faire un rappel. Un typage dynamique, c'est un langage qui nous permet de ne pas préciser le type. Alors, c'est quoi le type? C'est la nature de la variable. Est-ce que c'est une chaîne de caractères? Est-ce que c'est un réel? Est-ce que c'est un entier? Dans d'autres langages, on est obligé de le préciser. Et c'est une contrainte parce que bah, il faut l'expliquer aux élèves. Il faut contrôler le type, il faut s'assurer que le type ne change pas en cours de route. Toutes ces contraintes font qu'on n'a pas choisi des langages comme le langage C, le langage C++, le Java, pour les enseigner au lycée. C'est pas par hasard que Python a été choisi comme langage de prédilection pour être enseigné euh, au au lycée, bah, pour plusieurs raisons, dont une, c'est que c'est un langage à typage dynamique. Je vais vous montrer c'est quoi un langage à typage statique, justement. Et parce que aussi, c'est pas un langage compilé. On n'utilise pas ce qu'on appelle un compilateur. Il suffit d'écrire, on appuie sur bouton play et le programme se fait. Alors, si le langage n'était pas à typage dynamique, j'aurais dû préciser ici type de la variable. En l'occurrence, c'est une chaîne de caractères. Son type, c'est soit en anglais char, pour dire je vais utiliser une chaîne de caractères, ou string. Donc il faut prévenir en fait le programme. Comme on est à typage dynamique, il n'y a pas besoin, il va le deviner lui-même. Donc j'écris, bon là c'est, en l'occurrence un âge c'est un entier. Donc j'aurais écrit int, comme integer en anglais. Mais ça, j'ai pas besoin de le faire. Donc si j'écris int est égal à 12, par exemple 12 ans, et si j'écris type de âge, voilà, et je print ça, si je print ça, vous voyez en bas, donc j'écris âge égale 12, et j'écris print, je vais zoomer, et je vais zoomer aussi en bas. Je pense que voilà. Donc j'écris âge égale 12, j'écris print type de âge. Donc j'ai mis une valeur entière dans une variable dont je n'ai pas précisé le type. Justement, le but du jet, c'est que dynamiquement, il puisse le deviner. Donc, et je lui dis, affiche-moi le type de âge. Et là, vous voyez qu'il devine que ici, le type de âge, c'est int, c'est bien un entier. Si je mets pas 12, je mets bonjour et je fais ça, vous voyez que le type a bien changé, donc dynamiquement, il s'est adapté. Ça, c'est l'une des raisons principales pourquoi on a choisi le Python en seconde. Alors, donc c'est parti. Fin de parenthèse concernant le typage dynamique. Donc, du coup, âge est égal à float de, donc on avait mis la dernière fois input, donc de, hop là, je mets des parenthèses, de quel est ton âge. Voilà, donc là j'ai parenthèse, parenthèse, c'est bien fermé. Je dézoome un petit peu pour que vous puissiez voir tout le code. Donc j'ai H2, OK, et là voilà. Et donc là je vais écrire, donc du coup ça je l'enlève. Je vais écrire du coup, voilà. Ton âge, ton, ton âge est pourcentage S,
OK. Pourcentage S en et là j'écris, pourcent âge et là j'écris pourcent âge. On va voir ce que ça donne ça. Donc là, j'appuie sur le play. Donc là, j'ai une petite box qui me dit: «Quel est ton âge?» On va interpréter après. J'écris 12 et là, il me dit: «Ton âge est 12,0 ans». Donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le input va provoquer la box qui est arrivée, dans laquelle je vais entrer, en fait, une valeur. Le input, en fait, il fait plein de choses, c'est qu'il bloque le programme jusqu'à ce que l'utilisateur interagisse. Parce que input porte bien son nom, ça veut dire qu'il y a une donnée extérieure qui va rentrer. Elle va rentrer par le clavier. Alors ça, pour écrire ça en Java ou en langage C ou en C++, c'est beaucoup plus compliqué, hein. En plus, il y a 2 concepts qu'il faut comprendre, c'est l'enregistrement de variables et la référence. Bon, bah, là, on le fait très facilement. Donc, vous voyez, je pointe en fait des informations qui font que, bah, Python est un langage accessible, même si bon, bah, voilà, il y a de la syntaxe et cetera. Croyez-moi, c'est un langage beaucoup plus accessible que d'autres, en tout cas accessible à des adolescents, à des grands enfants, à des enfants de 15 ans, 16 et 17 ans. Donc du coup, au lycée. Donc le input, une variable qui rentre, du coup, une saisie clavier, du coup, une box. Donc c'est ce qui se passe, je vous la refais. Voilà. C'est le input qui va provoquer la box. Alors, le input prend en argument, va prendre en argument le quel est ton âge qui va mettre justement ici. Donc ça, c'est une fonction qui fait tout pour vous. Elle met la box, elle prend la phrase que vous lui donnez, elle la place au bon endroit, elle sait que vous allez saisir une valeur. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous laisse ici, eh ben, la place pour saisir la valeur. Alors ensuite, il y a un truc lorsqu'on va regarder la documentation de input. En fait, input va convertir ce que vous allez entrer, elle va le convertir en chaîne de caractères. Elle ne sait pas si vous allez rentrer, même si vous rentrez 12, bonjour, si vous répondez à question, elle ne le sait pas. Input, elle ne le sait pas. Donc, elle s'est dit, moi, je vais faire simple. Ce que tu vas me donner, même si c'est un nombre, pour moi, ça va être une chaîne de caractères. Vous savez, 12, 12, 12, ça, c'est un nombre en entier, mais ça existe aussi en informatique. Ça, c'est la chaîne de caractères 12. Vous pouvez écrire 12 avec un stylo sur une feuille. C'est pas le nombre 12. C'est la chaîne de caractères 12. Donc du coup, input va nous renvoyer ça et non pas ça. Donc du coup, il faut faire ce qu'on appelle un cast en langage informatique ou en langage un peu plus vulgarisé, une conversion. Donc du coup, tout le résultat de input, regardez, tout le résultat de input, regardez bien, je fais CTRL X, je le mets dans float. Float, ça veut dire quoi? Ça veut dire un réel. Je le convertis en réel. D'ailleurs, on peut le mettre en int. Voilà, hop là. Donc je vais le mettre plutôt en int pour pas avoir le 12.0. On va mettre juste 12. Et je vous refais la démo du coup. Donc là, où est ma petite, ma petite fenêtre? C'est pas grave. Bon, je vais arrêter le programme et je vais, s'il veut bien, je vais arrêter le programme. Alors, comme je ne retrouve pas ma fenêtre, attendez, je vais faire comme ça. Ok. Alors, sortir. Ça, hop là. Donc du coup, hop, la fenêtre est disparue. Alors, c'est pas grave. Ce que vous faites, on va relancer la session. Hop là. Alors, et du Python.
Hop là. Alors, là, on va faire attention à pas, perdre la fenêtre. Comme j'ai plein de fenêtres, je préfère gagner du temps. Donc voilà. Donc là, je vous ai mis ici un int pour que ce soit un peu plus joli et qu'on n'ait pas le 12.0. Donc je vais mettre 12, je fais OK et là, vous voyez, j'ai ici ton âge est 12. La différence entre un int et un float, int c'est entier et float c'est réel. Donc en fait, le réel, il a été géré avec un point virgule, avec un virgule et un entier, un virgule et un nombre après la virgule, donc c'est pour ça qu'il a écrit 12.0 et quand j'ai changé float par int, j'ai eu ça. Alors ça, c'est un petit rappel sur le input. Le plus intéressant, c'était quoi? C'était le formatage. Alors vous voyez là, il y a marqué: «Ton âge est 12 ans», mais c'est pas ce qu'il y a marqué ici. C'est pas ce qu'il y a marqué ici. Il y a marqué ton âge est %s en et après donc après la chaîne de caractères, il y a %âge. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Le print, il est intelligent. Il sait il sait reconnaître ce que vous avez écrit. En fait, ce qu'il y a marqué là, le pourcent, il met en relation une phrase et une variable. Il se dit: «Tiens, il a envie d'intégrer cette variable dans la phrase». Et où est-ce qu'il va l'intégrer? Bah, il va l'intégrer où il y a marqué %s. Donc le âge va prendre la place de %s et c'est grâce au pourcent qui met en relation la phrase dans laquelle on veut intégrer une variable et la variable. Ne confondez pas le pourcent s et le pourcent qui n'ont pas du tout le même rôle. Le pourcent, il met en relation la phrase et la variable. Et le pourcent s, il indique l'emplacement de la variable à l'intérieur de la phrase. Voilà. Alors, ça s'appelle un formatage et c'est là où on s'est arrêté. Voilà. Alors, c'est important ces rappels parce qu'en 2 f en 2 instructions de syntaxe, on a parlé de, saisie de l'utilisateur, on a parlé de conversion, on a parlé de typage dynamique, on a parlé de formatage, on a parlé ici d'incrustation dans la phrase. Et puis, juste en 2 instructions. Ce qui est important aussi, pourquoi faire du formatage? Je vous donne un exemple. Vous créez un jeu et à la fin, vous voulez, afficher la phrase: «Bravo, tu as eu 4 524 points». Vous savez pas à l'avance combien de points il va avoir jusqu'à ce qu'il perde. Donc, dans votre code, il y a bien une phrase qui a été codée: «Bravo, tu as eu», donc à un moment donné, vous avez écrit: «Bravo, tu as eu pourcent S, point». À un moment donné, vous avez codé ça et ça, vous l'avez mis en relation avec une variable point qui, elle, point, bah, va recevoir ici, elle va recevoir, le comptage de points. Je l'écris comme ça, le comptage, de points. Elle va recevoir le comptage de points au fur et à mesure que le joueur va jouer et donc ici, le formatage va faire son travail et il va tout simplement, bah, afficher: «Bravo, tu as eu 4 124 points», parce que point va se mettre à jour et vous allez pouvoir afficher ça à l'intérieur évidemment d'un print ou d'une fenêtre. Donc là, d'un print. Voilà, donc là, on est prêt pour commencer. Pour continuer, pardon, on n'était pas tout à fait à la liste, on était dans la multiplication. Alors la multiplication, c'est vraiment marrant, c'est que regardez par exemple ici, si je fais print, je vais faire print du coup, là je vais faire print, voilà, je vais prendre une variable espace. Donc là je suis dans le cours, hein, vous voyez, hein, je suis juste là, dans le défi là, multiplie une chaîne de caractères. Donc je vais faire espace est égal, donc je fais, apostrophe espace et je fais fois 25, voilà. Et si je fais, print, si je fais print, par exemple, bah, espace et après, alors si je fais print espace, vous allez pas le voir, vous allez voir que des espaces. Donc je vais faire comme dans l'exercice. Je vais faire print, hop, hop, donc je vais faire pourcent %s, je vais faire bonjour. Non, je vais faire comme dans la lettre de motivation. Monsieur, monsieur, madame. Quand on commence une lettre de motivation et après ça, je le mets en relation avec espace. Si vous voulez,
dans le même, heu heu, dans le même principe que le formatage que je viens de vous expliquer. Les lignes de code en haut, je les mets en commentaire avec un hashtag et là, je lance. Et là, regardez, alors on peut les compter, hein, si vous voulez, hein. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24, 25. Alors là, 25 et 26. Alors le 26e, il est où? Il est là, hein. Il y a pas de piège, il était là le 26e. OK? Voilà, donc là, vous avez 26 espaces et après monsieur, madame. Donc vous voyez, on peut multiplier, ça c'est important de le savoir, une chaîne de caractères avec un entier. On peut pas multiplier une chaîne de caractères avec une chaîne de caractères, ça veut rien dire. Si on vous dit: «Je voudrais, 2 espaces», bah, il y a pas de problème, je voudrais 3 espaces, on a le droit de multiplier un entier avec un autre vecteur d'un autre, espace vectoriel, pour faire des mathématiques. Alors donc du coup, faire un programme, donc voilà. Et là, du coup, on arrive aux listes. Alors un exercice très sympa, c'était juste après la coupe du monde, donc on a parlé de la liste, de la coupe du monde. La France avait gagné. On a parlé de la liste de Deschamps, encore plus fort avec la liste de Deschamps. Donc un petit mémo, une liste est un ensemble constitué de différents éléments, nombre, chaîne de caractères, mélange des 2 aussi, OK? Je vais vous faire un petit zoom sur le PDF. Hop, je vais vous faire un petit zoom sur le PDF. Donc du coup, j'ai cliqué sur rechercher. Hop, hop, voilà, donc ici, hop, merci. Donc, attendez, puisque là, je ne vais plus. Très bien, 5, on va se mettre à 150. Donc là, du coup, on a une liste, on a une définition de la liste. Alors, petit problème, hop là, voilà. Attendez, on a un petit problème avec le zoom. Ouais, j'aurais du coup ne plus la voir. On va se remettre sur le niveau de la page. Alors, c'est pas grave, je vais vous le lire. Ça va être un peu radical, on va pas perdre de temps. Je vais vous reprendre le PDF. Donc, je vous disais, je vais continuer en attendant. On était donc du coup sur une liste. Donc les listes, on va les déclarer. On va les déclarer le temps que le PDF se lance. On va les déclarer avec un crochet. On va les déclarer avec un crochet. En fait, à chaque, ce qu'on appelle structure de données, donc on a les listes, les tuples, les dictionnaires, les jeux, on va trouver ce qu'on appelle une syntaxe appropriée. La syntaxe, ça va être, bah, du coup, le crochet, ça va être les parenthèses, ça va être en fait, les crochets de crochets si on veut faire des matrices, des choses comme ça. Et il faut simplement savoir que vous allez utiliser telle ou telle syntaxe pour telle ou telle, structure de données. OK? Et donc du coup, c'est aussi simple que ça. Donc maintenant, il faut connaître les différences entre les 2. Alors les différences entre les 2, je vais vous les donner. Hop, voilà. Donc les différences entre les 2, elles sont pas compliquées. On va se mettre, voilà, sur le 22. C'est que il va y avoir par exemple des caractéristiques, qui sont importantes à connaître, comme par exemple, une différence fondamentale, c'est ce qu'on appelle la, mmh, la lecture-écriture. Heu, sur les tuples, lorsqu'on les a déclarés, les valeurs, ne peuvent pas être écrasées. Par exemple, sur un tuple, on va le voir. Sur une liste, alors, on peut le faire. Il y a aussi l'indexation.
Par exemple, sur une liste, comme dans une queue de supermarché, vous pouvez repérer les personnes. Si vous faites la queue pour faire vos courses et que vous êtes, la troisième personne, bah, il y a la première personne, la deuxième personne, la troisième personne. Alors que si on a un sachet de billes, il y a pas la première bille, la deuxième bille, la troisième bille, on est tous dans un sachet, en fait. Bah, ça, c'est la différence entre les listes et les sets, les jeux de données. Vous voyez, donc ça, ces caractéristiques-là, il y en a 2 ou 3 à connaître. Donc la première, je reprends, c'est écraser une valeur. La deuxième, c'est l'ordre, l'indexation. Eh bien, dans les listes, on peut à la fois écraser les valeurs et on peut à la fois indexer. Sur les tuples, on ne peut pas écraser, mais il y a toujours un ordre. Sur les sets, il n'y a pas d'ordre. Voilà. Donc c'est ce genre de truc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le chat à les poser. N'hésitez pas à les poser et puis on va bientôt passer dans quelques minutes à un petit sondage que Thomas a pour vous et je vais terminer juste mon propos avec la déclaration des listes. Alors, donc du coup, comme je disais, une liste est un ensemble constitué de différents éléments. OK, jusque-là c'est bon, donc on va faire liste égale. Alors, la syntaxe de la liste, c'est le crochet, constitué de différents éléments. Pas de souci. Donc là, on va mettre des prénoms. Ouais, on va mettre des capitales. Paris. Et allez, une petite capitale. Donnez-moi une capitale, celle que vous voulez. Je vais prendre vos capitales. Hop, hop. Pour faire participer un petit peu. Hop, hop, hop. Allez, 4 autres capitales. Ah, j'ai mis Paris, Madrid. Très bien, merci. Allez-y. Ensuite. Et de Londres. 1, 1. Et Munich. Merci. Munich, c'est pas une capitale, mais bon, c'est pas grave, c'est une ville. Alger. Alger, c'est une capitale. OK, donc là, du coup, donc là, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Heu ouais, monsieur Crimi, en fait, là, j'utilise et du Python, mais je vais vous pointer dans le chat, le lien pour télécharger du Python. Donc là, qu'est-ce que j'ai dit? Les listes, contrairement aux tuples et aux sets et mon but dans le web binaire 2, c'est d'aller jusqu'au tuple, au moins jusqu'au tuple, dépasser les tuples pour que vous voyez la différence, c'est de comprendre qu'on peut écraser les valeurs et on peut les indexer. Écraser les valeurs, ça veut dire quoi? Alors, écraser les valeurs, c'est-à-dire que si je vais à un endroit où est la valeur, je peux la remplacer. Donc ça veut dire qu'il faut que je vous parle d'abord de la localisation de la valeur. Donc ça veut dire qu'il faut que je vous parle d'abord de l'indexation. Donc là, je vais faire liste de 1. Alors liste de 1 va me donner la ville. Est-ce que ça va être la première ville d'après vous? Liste 1. Sachant que j'ai dit qu'on pouvait indexer dans les listes. Alors, donc David dit oui. Donc liste 1 va me donner quoi? Donc il y en a qui disent non, il y en a qui disent oui. Il y en a qui disent c'est Madrid. Pourquoi? On va rester dans la pédagogie. Alors attention, roulement de tambour, attention, roulement de tambour. Donc là, j'ai le print monsieur, madame, je vais les mettre en commentaire. Pourquoi? Parce que effectivement, il paraît qu'on commence à zéro. Il paraît dans l'informatique. En fait, c'est vrai, effectivement. Donc pour David, non, la deuxième. Allez, pour David, hop là, print. Et là, ça donne quoi? Attention, roulement de tambour, ça donne Madrid. La première ville est Madrid. Ben non, la première ville est Paris. Bah oui, la première ville est Paris, sauf qu'elle commence en zéro. En fait, les listes commencent en zéro. Donc, je vérifie en zéro. J'ai bien Paris ici. OK, super. OK. Donc là, vous voyez que je peux indexer. Je vais pouvoir le faire aussi pour les tuples, mais pas pour les sets. Les sets, c'est le sac de billes. Les tuples, c'est comme la queue de supermarché, sauf que les gens, à aucun moment, ils passent en caisse, ils restent là devant la caisse et ils bougent pas. Ils font pas leurs courses, en fait. Et en fait, ils sont là, ad vitam aeternam, jusqu'à ce que le programme finisse. Leur valeur est toujours vraie, toujours existante. Alors donc du coup, bah, c'est bien cette petite démo. Avant qu'on passe au sondage, je vais illustrer du coup le deuxième propos, c'est le la persistance des données, d'accord? Donc là, la première ville est Paris, OK? Donc maintenant regardez ce que je vais écrire. Je vais faire liste, liste de, pardon, liste de 0, donc en 0, là où il y a Paris égale, donc je vais affecter quelque chose.
Là où il y a Paris, je vais mettre autre chose. Là où il y a Paris, je vais mettre autre chose. Donnez-moi une autre capitale. Donc là où il y a Paris, je vais mettre autre chose. Canberra. Canberra, c'est dans quel pays? Canberra. Attendez, laissez-moi deviner. Canberra, ça me dit quelque chose. Nouvelle-Zélande? Australie. Ah, bien. Ah, j'étais pas loin. OK, Australie. Très bien. Mais c'est pas une capitale. C'est Sydney, la capitale. OK. Donc alors, regardez ce que j'ai fait. J'ai affecté Canberra là où il y a Paris. Ah si! Canberra, c'est la capitale de l'Australie, je savais pas. Je pensais que c'était Sydney. Donc alors, je vais faire le programme et regardez ce que je vais faire. Ah oui, OK. Très bien. Bah, c'est bien, j'en apprends beaucoup. Super. Donc alors juste après, regardez ici. Là, on est d'accord, j'affiche le premier emplacement. J'affiche le premier emplacement. Donc là, ça va me donner Paris et juste après, ça va me donner Canberra normalement. Alors, et voilà, Paris, Canberra. Et pourtant, j'ai fait le même print. Vous arrivez à suivre? Vous êtes d'accord avec ça? Vous voyez, j'ai fait le même print, sauf qu'il n'y a plus la même valeur. Donc les listes, donc les listes, ici, les listes, persistance, 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 KO et indexation, OK. Donc il y a pas de persistance. On peut pas maintenir les valeurs, on peut les remplacer, donc il y a pas de persistance. Indexation, OK. Et vous allez voir que, du coup, tuple, ça va être le contraire. Persistance, OK. Indexation, OK. OK. Donc là, après, dans quel cas on a besoin? Donc ça, je le garde en commentaire, puisqu'après on va passer au tuple. Et je donne la parole à Thomas. Oui, merci Rabat. Donc on va vous poser quelques petites questions pour connaître, votre, niveau d'enseignement, votre approche de Python, et votre expérience dans l'algorithme. Donc je poste ces quelques questions sur le chat tout de suite. N'hésitez pas à y répondre. Hop. Voilà, j'ai posé quelques questions sur le chat. Je vous laisse quelques minutes pour y répondre et puis Rabat pourra poursuivre après à la suite du webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la conversation. Étant donné que la visio est enregistrée, je ne peux pas activer les micros et les caméras, donc posez vos questions dans la conversation et Rabat y répondra. Merci. Rabat, je peux te rendre la parole. Très bien. Super, donc je peux reprendre le sondage, mais je vous laisse encore quelques secondes pour terminer les questions, de répondre aux questions. Avez-vous un programme pour les primaires? C'est une question qui est adressée à Hachette ou Evoluki, tu veux que je réponde, Thomas? Ah, on t'entend plus, Thomas. Micro, oui. Oui, bah, réponds à cette question si tu veux pour Evolukid. Sur la partie algo, je vais pas vous dire de bêtises, je vais profiter là du webinaire pour me renseigner et je reviens vers vous avec une réponse. D'accord. Moi, bah, répondre pour Evolukid, mais j'ai envie de répondre de manière générale. Comme vous le savez, le bulletin officiel, en programmation depuis 2016 a introduit, l'algorithmique en cycle 3 et en cycle 4 avec, une épreuve de brevet modifiée qui, demande une épreuve d'algorithmique avec,
avec Scratch, avec un programme qui débuterait au CP. Je vais vous répondre aussi sur le cycle 2. Et donc du coup, lorsqu'on décortique le bulletin officiel, on voit qu'on commence avec les un petit peu de déclaration. Qu'est-ce qu'une instruction? Qu'est-ce qu'une déclaration de variable? Et c'est vraiment en cycle 4 où on attaque, ce qu'on va faire nous, à la fin de ce programme-là, les structures de contrôle, c'est-à-dire les boucles et les conditions, en cycle 4 avec Scratch. Donc, Evolukid, évidemment, on a une plateforme, hein, qui est sur le site evolukid.com. On a des parcours vidéo comme, celui qui est le pendant du livre, où vous pouvez vous former en Scratch et former vos élèves en Scratch. Donc voilà, tout pour la réponse. Ensuite, effectivement, si on s'intéresse au cycle antérieur, avant le cycle 3, donc le cycle 3, c'est le cycle 2, c'est CP, CE1, CE2. Alors les enfants ont des mains pas assez grandes pour utiliser l'ordinateur, CP, CE1, et ils sont en train d'apprendre la lecture. Donc en fait, les applications les plus adaptées, ce sont, et là c'est une information générale que vous retrouverez, c'est Scratch Junior. Vraiment que je recommande. Vous pouvez aussi continuer à utiliser le matériel de maternelle en CP et en CE1 qui marche très bien, ce sont les Bbots et les Bluebots. Voilà. Donc tout ce matériel-là est très adapté pour les CP pour commencer à apprendre l'algorithmique. Et après, Scratch Junior est vraiment une très bonne application à utiliser même chez vous en tant que parent. Moi, j'utilise avec mes enfants pour commencer l'algorithmique. Et après, bulletin officiel pour cycle 3, cycle 4. Voilà, voilà. Donc du coup, je continue. Donc du coup, on va, on va, Python est-il adapté au dessin en perspective? Alors je peux répondre, mais en fait le dessin en perspective, je vais pas parler du dessin en perspective, je vais parler de manière générale, au dessin des graphes. Donc vous savez qu'en mathématiques, lorsqu'on fait, des graphes, on fait du 2D. Vous savez que faire de la 3D, avec, de la perspective, et je parle pas que du dessin vraiment en mode parallélépipède, cube, pyramide, qui sont des choses simples. Mais de manière générale, c'est un langage qui sait le faire avec une librairie qui s'appelle Matplotlib, à l'image de ce qu'on peut voir, avec des logiciels comme MATLAB, par exemple. Donc on peut le faire, mais, c'est un niveau assez avancé. J'enseigne en physique, mais je n'ai jamais eu de cours de programmation pendant mes études. Je démarre de zéro. Je dois enseigner en prépa. Enseigner en prépa, quel livre me conseillez-vous? Alors, je vais pas répondre là, mais par contre, effectivement, je vais vous pointer vous pouvez aller sur ce site, sur ce formation, des professeurs. En fait, en bas, il y a une fac et j'indique des livres. Je vous la donne rapidement et je prends le temps de répondre à cette question parce qu'évidemment, si je réponds, c'est que ça peut intéresser tout le monde. Donc c'est pour rappeler aussi pour tout le monde, en fait, le point de le point de où on rassemble toutes les informations. Donc ici, vous avez tous les webinaires sur ce lien-là. Je vous le remets ici. Peut-être que Thomas l'a déjà donné. Il est aussi sur le site de Hachette. Donc là, vous avez tous les webinaires et en bas, vous avez une fac. Vous avez une fac et c'est des questions que je détecte et que je rajoute dans la fac. Je crois pas qu'elle y soit, mais je pourrais la mettre, c'est pas un problème, avec, grand plaisir. Je vais d'ailleurs la noter de ce pas et la mettre dans un fichier, bloc-notes. C'est parti. Hop là, bim, et votre question, elle est là, sur mon fichier bloc-notes. Allez, je la mettrai en fac. Allez, donc c'est parti, on continue. Bim. Donc je vous disais, donc voilà, donc liste, c'est important là, je l'ai fait avec Paris-Madrid, donc là, la liste des Deschamps, c'est plus sympa de parler à des enfants, enfin à des enfants. À chaque fois, moi j'utilise le mot enfant, mais bon, c'est ado, lycéen. Donc c'est plus sympa de parler à des lycéens de coupe du monde que de capitale. Bon, j'ai rien contre les capitales et en plus j'ai appris quelque chose ce soir. Mais, c'est plus sympa de leur parler même de Homer Simpson des Simpsons ou, de la liste des Deschamps que vous le savez, hein, c'est comme ça qu'un petit peu fonctionnent les enfants, donc du coup de Capital, pardon. Je trouve mes mots. Donc alors, dans l'espace de programmation Evoluliquid, créer une chaîne de caractères, nommée équipe pour afficher les 11 noms. Donc ça, vous sauriez faire, vous sauriez faire. Alors dans l'espace de programmation Evoluliquid, je vous l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais ici, quand vous êtes dans l'espace de programmation Evoluliquid,
vous avez ici, vous pouvez coder directement. Vous voyez, var est égal bonjour. Voilà, je vous fais une petite démo. Si je fais print var, hop, voilà, hop, et là, ça s'affiche directement. Vous voyez, donc vous pouvez coder, vous n'avez pas besoin de sortir, etc. du truc. Donc du coup, dans l'espace de programmation EvoLiquid, crée une chaîne de caractères nommée équipe pour afficher les 11 noms. Ça, en fait, c'est une initiation à ce qu'est une liste. On vous fait créer volontairement une chaîne de caractères dans le but de vous montrer que, bah, vous voyez, une chaîne de caractères, on ne peut rien modifier, il n'y a rien de persistant, il n'y a pas du tout d'indexation. C'est pour vous amener à l'indexation. Il n'y a pas d'indexation, du coup, c'est galère. Donc du coup, après, on vous fait créer une liste. Et après, en vous aidant du haut de page, donc de ce qui est indiqué ici avec les Simpsons, donc du coup, vous allez réussir à créer votre liste de joueurs, Hugo Lloris, Benjamin Pavard, etc. Et à côté, vous allez créer une liste de numéros avec les numéros des maillots des joueurs. 1, 2, 4, etc. Donc là, effectivement, vous pouvez créer aussi une liste de numéros de maillots. Et là, vous allez pouvoir créer une liste de listes. Et une fois que vous avez créé la liste équipe et la liste numéro, vous pouvez créer une liste qui s'appelle numéro équipe et dedans, vous mettez 2 listes. Donc c'est possible. Et dedans, ça va vous donner ça. Par exemple, regardez, si je fais liste, dedans je mets une liste, virgule, une liste. Donc là, je vais l'appeler liste, liste. Non, je vais l'appeler, on va faire des trucs simples, on va l'appeler LL. LL. Donc là, je vais mettre 1, 2, 3. Et là, je vais mettre A, voilà, et C, par exemple. Donc si je fais print LL, bah déjà, est-ce que ça va le déranger que je fasse ça? Bah, on va voir. Bah là, vous voyez qu'il a bien affiché. Donc il a bien un crochet ouvrant, un crochet fermant, et dedans, il y a bien les 2 listes. Donc déjà, il y a un autre truc qu'on n'a pas cité, parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait 3 trucs à savoir. C'est l'homogénéité l'homogénéité des, je l'ai mis en majuscule, on va le mettre en majuscule, homogénéité. Donc là, c'est OK pour les listes. On peut faire des listes, des listes mixtes. Alors, moi, j'ai fait une liste de listes homogènes. Alors donc du coup, est-ce que c'est vrai ou pas ce que je dis? Bah justement, on va le contrôler. En fait, j'ai triché un peu, donc je vais faire une liste, je vais l'appeler L1. Dedans, regardez bien, je vais mettre A, je vais mettre 2 et je vais mettre B. Est-ce que ça va le gêner? Et là, je vais faire print, je vais faire L1. Et là, est-ce qu'il va bugger ou pas? Donc vous voyez qu'il affiche bien. Donc on peut avoir une hétérogénéité des données. Donc homogénéité, quand j'ai mis OK, c'est-à-dire en fait, non, c'est pas ça, c'est hétérogénéité. Hétérogénéité. Donc oui, ça peut être hétérogène. OK? Voilà. Donc maintenant que vous avez compris en quoi consistent les listes, eh bien après, comment ça s'utilise, pourquoi ça s'utilise, c'est autre chose. Effectivement. Donc là, on va apprendre à parcourir une liste plutôt. On va apprendre à parcourir une liste. Donc là, on va écrire, je vous annonce le web binaire de fin, je vais faire for i in list. Voilà. Je vais mettre 2 points et je vais faire print i. Et là, vous allez voir, c'est magnifique. Print i, ouais, on va faire ça. Et là, regardez ce qu'il a fait. Donc là, je vais vous mettre tout. Je vais vous mettre tout là en commentaire. Donc je sélectionne tout, je fais affichage, je fais édition, code source, indent attaché en commentaire. Voilà. J'ai tout mis en commentaire ici. Donc là, tout ça, ce qu'il y avait en haut, c'était en commentaire. Donc là, j'ai que la liste. Je print le 0, bon, pourquoi pas. Même ça, je vais le mettre en commentaire. Comme ça, vous êtes sûr. Et là, regardez ce que je fais. Un truc. Ah, tiens, ma webcam, elle était. Je ne l'ai pas remise. Donc là, regardez ce que je fais. C'est un truc qui est pas compliqué finalement. Là, je vous annonce un peu le web binaire suivant. Là, ce que je fais, c'est que je dis for i in list, print i. En fait, le i,
I, c'est une lettre. Mais comme je dis in list, bah, I, Python sait que ça va être une chaîne de caractères. Donc je dis for I in list, print I. Et qu'est-ce qu'il me fait là? Je vais vous le lancer. Il va aller dans I et il va m'afficher. Là, voilà. Je vais le rouvrir. Là. Il va m'afficher Paris, Madrid, Londres, Berlin, Alger. Donc si entre-temps je change, hein, si entre-temps je change, vous imaginez bien que, étant donné que le print il vient après, on va avoir Canberra à la place, évidemment. Donc là, je vais refaire ça. Et là, vous allez voir Canberra. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer que, en fait, ici, vous voyez, j'ai un I in list. C'est-à-dire que j'ai déjà indexé la valeur, dans la liste. J'ai pas besoin de préciser, comme je l'ai fait tout à l'heure, liste de 0. Par exemple, en langage C ou en Java ou en Python, on aurait fait quoi? On aurait dit for i in range, dans i allant de 0 à 5, et une range 5, voilà. Voilà. On aurait fait ça, print liste de crochets. Là, i va de 0 à 5 et on aurait affiché ça. Et vous voyez, ça donne le même résultat. Mais rendez-vous compte, la différence entre ça et ça. Ça montre la puissance du langage Python par rapport au langage C ou au langage C++, I in list. Je ne sais pas si vous arrivez à sentir ce que je vous montre là, mais là, la flexibilité, l'agilité du langage fait que ici, j'ai pas là, je vais connecter ma variable à la structure de données. Alors que là, la structure de données, elle est là, et ma variable, c'est simplement l'index. Là, la variable, c'est plus l'index. La variable, pas vraiment. Alors, je vais réexpliquer là ce que je suis en train de vous montrer. Regardez bien. Imaginez, je vais essayer de vous trouver une métaphore, une comparaison. Imaginez, ah ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé, et je vais vous expliquer ça. Imaginez, vous avez 5 personnes au supermarché. OK? Écoutez bien. Je vous dis, voici 5 numéros. Voilà. J'ai un carton, il y a marqué 1, 2, 3, 4. Voilà, j'ai un carton. Il y a marqué 1, 2, 3, 4. Je te dis, tiens, donne-moi la personne numéro 4. Donc toi, tu prends le numéro 4, tu vas au niveau de la liste et tu comptes 1, 2, 3, 4. Ah tiens, c'est elle. Et là, je te donne un carton et je te dis, il y a marqué un prénom. Prénom. Tu n'as même pas besoin d'analyser, tu dis Rabat. Et là, la personne vient. La valeur, l'index que je te donne avec le carton, il y a marqué 4, il est déconnecté de la queue du supermarché. Le deuxième carton que je te donne avec le prénom Rabat, il est connecté à la liste. Il contient de la data dans la liste. Donc, tu n'as pas besoin de faire une correspondance entre le 4 et la liste. Tu vas directement t'adresser à la liste. Et c'est ça la puissance du langage, c'est que regardez sur la première, ici, boucle. Le i, il va voyager entre 0 et 4. Vous voyez ici, là. Range, c'est-à-dire qu'il va voyager entre 0 et 4. Donc du coup, je lui donne ici le carton, il y a marqué 4. Et du coup, là, on va chercher liste de 4. Alors que ici, for i in list, le i, il fait partie de la liste. C'est là, c'est le carton, il y a marqué Rabat. Et là, on va directement trouver Rabat. Vous voyez la différence? Et c'est ça qui fait, la personne qui a dit pas vraiment, et c'est ça qui va permettre, et c'est ça qui fait qu'on a un langage qui est plus souple et qui est plus efficace de ce point de vue-là. Il y a des avantages et des inconvénients avec le C et le Python comme dans tout langage. Voilà, donc on continue. Donc du coup, on a fait le tour
sur les variables. On a fait la modification des variables. Vous l'avez vu avec Paris, Canberra. Donc là, c'est bien parce que vous pouvez apporter ça différemment à vos élèves. Vous allez lui dire, ah bah tiens, il y a un élève qui sort du match, et il faut le remplacer. Donc du coup, on va remplacer l'élève. Alors après, on peut aussi enlever un élève de la liste. Par exemple, ici, je peux faire, regardez par exemple, je peux faire del de liste de crochet 4. Donc là, je vais faire ça, hein, attention. Et là, je vais faire ça. Alors super, ça c'est un super exemple pour aussi, est-ce que tu peux nous montrer comment compter un nombre de lettres citées dans une phrase? Ouais, alors ça c'est un exercice appliqué. Là je suis focalisé sur le livre, mais je pourrais te pointer un tuto qui fait ça. Alors, je reviens sur la différence entre, hem, je reviens sur la différence, entre cette boucle et cette boucle. Vous voyez ici là j'ai une belle erreur là. Les erreurs, c'est comme partout, il faut les lire. Là, là, il te dit list index out of range. Entre-temps, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé une ville. Et qu'est-ce que je fais? Je dis à i qui se balade de 0 à 4. Sauf que les index, ils vont de 0 à 3 parce que j'ai enlevé une ville, j'ai enlevé Alger. Donc du coup, quand il fait liste de 0, il trouve bien Canberra. Quand il fait liste de 1, il trouve Madrid. Quand il fait liste de 2, il trouve bien Londres. Quand il fait liste de 3, il trouve bien Berlin. Et quand il fait liste de 4, parce que je lui dis d'aller jusqu'à 4, quand on fait range de x, il va jusqu'à x-1. Et ben, qu'est-ce qu'il fait? Je lui dis, moi, d'aller en 4. Quand il fait liste de 4, il trouve rien. Et ça c'est pas bien en programmation. On ne peut pas demander une valeur avec un index qui n'existe pas. Donc il plante. En C et en C++, il faut faire très attention à ne pas faire ce genre d'erreur, sinon ça peut faire planter un programme. Alors que quand j'utilise cette syntaxe-là, je lui dis: «Donne-moi ce qu'il y a dans la liste». Si la liste, elle change, c'est pas mon problème. C'est transparent pour moi. Vous voyez la différence? Et la puissance du truc, c'est que je n'ai même plus besoin de me dire: «Ah mais attends, il y en a combien dans la liste? Ah juste, entre-temps, on en a enlevé 2, on en a rajouté 1, on en a enlevé 4. Donc du coup, -2 plus 1, ça fait -1 et -4, ça fait -5. Ah du coup, il faut pas que je mette, range de, je sais pas moi, 54, il faut que j'enlève, 5». Alors que quand j'utilise cette syntaxe-là, j'ai rien à me poser comme question. J'ai juste à me dire: «Donne-moi les éléments de la liste». C'est tout. Ce qu'il y a dans la liste, c'est ce qu'il y a dans la liste. Donc c'est génial. Donc du coup, cette syntaxe-là, regardez, elle plante. Elle me pose un problème. Cette syntaxe-là, elle me pose un problème. Et là, si je refais ça, vous voyez que ici, je n'ai pas l'erreur et j'en ai 4. Je vais refaire un del de 3. Allez, je vais enlever Berlin. Donc vous savez que cette syntaxe-là, elle plante. Elle plante. Cette syntaxe-là, elle ne va pas planter. Elle va me donner Canberra, Madrid, Londres. Donc je renvoie. Canberra, Madrid, Londres et oui, Alger, parce que j'ai enlevé 4. J'ai enlevé ici del de 4, mais j'avais pas enlevé del de 5. Donc du coup, il a fait Canberra, Madrid, Londres et ici, il a laissé Alger. Donc du coup, del de 4, del de 3. Rank list I. Elle est où ma liste? Alger, donc là j'ai enlevé Canberra, liste 0. Là j'ai fait del de liste, del de liste. Attendez, je vais enlever le del, on va le refaire, hop là. Voilà, donc là, il y a les 5. Donc là, je vais vous remettre un del. Donc là, je fais del de liste de le dernier, c'est 4. Voilà, del de 4. Donc là, del de 4, c'est le dernier, c'est Alger. Alors, là, hop là. Voilà, donc Alger a bien disparu. Maintenant, je fais del de 3. Parce qu'il faut que j'enregistre le fichier à chaque fois, hein. Et là, voilà, del de 3. Ah oui, del de 3, Londres est parti. Bah oui, c'est normal. Alors, pourquoi Alger est apparu? Pourquoi Alger apparaît? C'est marrant. Alger, il apparaît parce qu'entre temps, je relance le programme, donc la liste, elle se reconstruit en haut.
Il faut que je fasse, il faut pas que j'écrase en fait. Allez, je vous la refais. Je vous la refais du début, je vous réexplique. Hop là, allez, c'est reparti. Il n'y a pas de del, hein, j'ai rien enlevé. Hop là. Donc là, j'ai Canberra, Madrid, Londres, Berlin, Alger. Je vais enlever Alger. Attention, tour de magie. Liste de crochets. Donc j'enlève Alger, hein, on est d'accord. J'enlève Alger. Alger va disparaître. Voilà, Canberra, Madrid, Londres, Berlin. Alger n'est pas, c'est normal, je l'enlève. Il ne faut pas que j'enlève 4 et que je mette 3 parce que sinon la liste va se reconstruire. Il va mettre Paris, Madrid, Londres, Berlin, Alger, elle va se reconstruire et je vais enlever que Berlin parce que je vais mettre 3 et Alger va être là. Donc il faut que je le laisse. Voilà. Donc ce qu'il faut, c'est que maintenant que j'ai enlevé Alger, il faut que je reste dans cette situation et que je vous enlève l'autre. Voilà. Donc là, parce que je relance le programme à chaque fois. Donc le fait que je relance le programme, que Alger apparaisse, etc., ne vous focalisez pas là-dessus. C'est un autre niveau en programmation. C'est normal parce que le programme, il est chargé dans la RAM. Ensuite, je le décharge et je le recharge dans la RAM, etc., etc. Ne vous inquiétez pas sur ce point-là. Donc là, j'ai bien Canberra, Madrid, Londres et je continue. Je enlève. Il ne faut pas que j'enlève mon code précédent, évidemment. Voilà. Hop, hop, hop. Et là, du coup, j'ai Canberra, Madrid. Et voilà. Donc là, ça, vous voyez que ce code-là, il me permet de ne pas me soucier de est-ce que j'ai touché à la structure de contrôle ou pas. Donc ça, c'est bien que je l'ai vu là, parce que du coup, on va le revoir en web binaire de fin. Allez, on continue ici et on va s'intéresser ici, donc additionner, multiplier des listes. On peut le voir, mais maintenant que j'ai vu le del, c'est pas le plus important. On va voir ici les tuples et les dictionnaires. Et après, on va passer sur un exercice d'application. Donc là, on va créer un tuple. Alors un tuple, ça sert à quoi? Ça sert en fait à stabiliser des valeurs. Par exemple, regardez, si je vous dis, donnez-moi, puisqu'on a des profs de physique, donnez-moi des exemples de variables qui ne changent jamais. Oui, 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 on peut, Madame Leroy, on peut mettre évidemment int range, in range, longueur de la liste. On peut faire ça. C'est un contournement. Mais du coup, quand on met for i in list, vous voyez à quel point c'est encore plus puissant, Madame Leroy. Voilà, merci les physiciens, pi, g, exactement. Donc en fait, les tuples, ça sert à ça, célérité de la lumière, voilà, vous m'avez compris. List remove, c'est mieux, non? Oui, alors list remove, oui, bien sûr. On peut utiliser aussi list.remove au lieu de del, qui del demande de préciser l'index, et remove, en fait, est une autre fonction qui permet de ne pas préciser l'index. Très bonne remarque. Montrer, donc après, je vais montrer comment, compter un nombre de lettres citées dans une phrase. On peut le faire aussi. Je vais essayer de le faire à la fin, si on a le temps. Alors, c'est et cetera. Donc là, en fait, vous avez compris pour les tuples, on va l'appeler tup, constante physique. Tup const phi. OK? Là, en fait, on va pas mettre des crochets, on va mettre des parenthèses. Donc on va mettre 9,81. Alors on met pas de virgule, hein, on met des points, vous le savez. 9,81. On va mettre 3,3 points 15 926 pi et on va mettre 6 6023 fois, alors ouais, je vais pas mettre 10 puissance, ouais, si on peut faire ça. 6.023. Alors la puissance, vous faites ça, fois 10 puissance 23 fois e puissance 23. Je vais le laisser comme ça. Donc si on fait, non, c'est pas fois 10, c'est fois 10 puissance 23, c'est le nombre d'Avogadro, ça? 6,023 fois, non, c'est la mole, c'est pour les moles. 6,023 fois 10 puissance 23. C'est le nombre d'éléments qu'il y a dans une mole, il me semble, hein. Ou c'est ça, le nombre d'Avogadro, hein? Ouais, c'est ça, OK. Donc du coup, alors là, ça, ce que je vous montre ici, c'est pour la puissance, d'accord? Mais c'est 6,023 fois 10 puissance 23. Là, ce que j'ai écrit, c'est 6,023 fois 10 puissance 20, là, ce que j'ai écrit, c'est 6,023 puissance 23, d'accord? Donc ça, c'est pour la puissance. Le nombre d'Avogadro, c'est 6,023 fois, donc faites fois 10, et c'est 10 qui a la puissance 23, d'accord?
OK. Donc c'est la différence. Donc du coup, on a trois constantes. Donc là, si j'écris du coup tup de const phi, qui est là, voilà, et que du coup, ici, je peux déclarer par exemple G grave est égal à aussi de 0, par exemple. Et je peux faire print de G grave, par exemple. Voilà. OK. Donc si je fais ça, ça me donne quoi? 9,81. Vous voyez? Donc là, bon, pour l'instant, j'aurais pu le faire avec une liste. Vous allez me dire, j'aurais pu le faire avec une liste. Mais quelle est la différence? De quoi on parle depuis tout à l'heure? On parle de constantes, il ne faut pas les toucher. Si on les touche, on dérègle l'univers. Vous savez ça, Einstein, il a dit que l'univers est tellement bien fait que toutes les constantes, si on bougeait une décimale après un certain nombre, à n'importe quel nombre après la virgule, ça déréglerait en fait tout l'univers. Et à quel point l'univers est bien fait. Et donc du coup, c'est très important de ne pas, dans notre programme Python, écraser les variables. Donc du coup, regardez, vous allez comprendre. Imaginez que je veuille écrire ça. Imaginez que je veuille écrire ça. Const. Vous pour l'indexation. Donc je fais crochet 0 et j'écris 10. À un moment donné dans mon programme, dans une page, une feuille de votre programme, il y a ça quelque part. Et là, il va vous dire non. Il va vous dire tuple object does not support item assignment. Vous ne pouvez pas faire d'assignation, d'affectation, d'allocation sur un index de votre tuple. C'est ce que je vous avais dit ici. Regardez. Tuple, du coup, persistance, OK. Donc les variables, elles sont persistantes. Vous ne pouvez pas les changer. Indexation, OK. Donc, persistance, voilà, OK. Alors que sur les listes, on peut les changer. Donc KO. Indexation, OK, parce que je peux préciser l'index. Donc je peux parcourir avec un for. Et hétérogénéité, on va voir, hein. On va voir si ça fonctionne ou pas. Là, je vais rajouter bonjour. Du coup, ça va fonctionner ou pas? Est-ce qu'il va bloquer ou pas? Alors, pour que vous voyez bien où est l'erreur, je vais mettre ça en commentaire. Voilà. Donc, vous voyez, ça passe. J'ai pas de souci sur le bonjour. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire var est égal à tuple de là où il y a mon bonjour pour être sûr. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Donc, je vais aller l'adresser en 3. Et on va voir s'il me fait un print. Je vais faire un print de var ici. Voilà, print de var. Bim. Voilà, donc bonjour. Vous voyez, il le met bien, donc il n'y a pas de souci. Donc si on revient ici, hétérogénéité, OK. Et voilà. Donc vous avez la différence entre les tuples et les listes. C'est ce qu'on a vu ce soir. Vous avez la différence entre les tuples et les listes. Très important. Donc quelle est la différence entre les listes et les tuples? Eh bien, c'est la persistance. On ne peut pas, c'est l'assignation, on ne peut pas assigner dans un index une nouvelle variable et écraser la variable précédente. On peut indexer, on peut mettre de manière hétérogène des valeurs, mais on peut pas faire ça. Donc voilà. Très bien. Donc ensuite, on va avoir des fonctions. Alors, ce qui est bien, c'est de savoir aussi se documenter. Je vais le faire devant vous. Voilà. On va aller sur un site, je vais aller déjà sur un Google. Je vais mettre un Quant aussi. Est-ce que vous utilisez Quant? Vous connaissez Quant Junior? C'est aussi mais je l'aime beaucoup moi, je le fais utiliser à mes enfants. Ici, on va taper librairie Python. Je commence par le Quant, librairie Python, tuple. Je vais tomber sur un site officiel Python, www.school, voilà, tuple, voilà. Donc c'est pas mal. Ici, je vais taper librairie Python, tuple, la même chose.
Il est très puissant, hein, Quentin. Il est pas mal du tout. Voilà, ouais, doc, voilà, c'est ça que je voulais, doc Python. Je voulais voir Quant ce qu'il me donne il me donnait quoi du Quant? Quant, il me donnait quoi? Fait apparaître. Ouais, il me met pas doc Python, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Bon, c'est l'alternative, hein. Donc là, vous allez sur doc.python.org, vous êtes sur data structure, et là, vous avez les fonctions, donc list.append, list.extend, list.insert, list.remove. Voilà, donc tout à l'heure, on m'a proposé un remove. C'est une différence avec del. Je voulais attendre de faire les tuples pour vous montrer les deux. Donc là, par exemple, là, j'ai le tuple aussi. Donc les tuples, sur les tuples, vous allez avoir, sur les tuples, vous allez avoir ici, ouais, tuple, tuple, del A, statement. Pourquoi il ne m'a pas donné? Len, tuple range. Alors, hop, je cherche les fonctions pour les tuples. C'est sensiblement les mêmes, mais bon, c'est bien de les avoir. Donc, du coup, je reviens sur ça. Et là, je vais faire, donc rappelez-vous hein, comment s'appelle ma liste. Donc, je vais faire list.append. Donc, on était sur ma liste tout en haut. On était sur. Ah non, c'est pas là. On va le faire tout en bas. On continue dans la cohérence du code. Hop là. Voilà, après les tuples. Voilà. Donc là, je vais faire .append et je vais rajouter une ville. Alors, par contre, je vais enlever les del. OK, j'enlève les del. Hein. Souvenez-vous ce qu'on a fait. J'enlève les del. Donc là, on va bien voir la liste des capitales. GTA Alger, je vais rajouter Rabat. Ah, mon prénom, c'est avec un H. C'est R-A-B-A-H. Je m'appelle Rabat. Et je vais rajouter, Ouagadougou. Je crois que ça s'écrit comme ça. Et donc, du coup, je vais refaire un print. Je vais refaire mon print. OK. Et là, je vais vous montrer aussi sur le tuple. Sur le tuple, on va faire du coup le tuple ici. On va faire un append et on va voir si le tuple supporte le append. Append. Et là, on va rajouter, donc après bonjour, on va rajouter une autre constante. On va mettre, allez, tiens, on va mettre SQRT. Je vais mettre, c'est pas une constante, mais je vais mettre SQRT de 2. Racine de 2. Et comme j'ai mis SQRT de 2, en haut, il va me falloir le module math. Voilà. Parce que SQRT, je ne peux pas l'utiliser comme ça. Alors, je ne peux pas faire import math. Pas toutes les commandes. Il y en a qui ne s'appliquent pas. From math, import étoile. From math, import étoile. From math, import étoile. From math, j'importe toutes les fonctions. D'accord? Et là, du coup, je vais faire for i in ça. Print i. Voilà. On va voir ce que donne ce programme. Alors, là, il me dit quoi? Donc là, voilà. Tuple object has no attribute append. Vous voyez? Donc là, du coup, je peux pas ajouter comme ça le append sur le tuple. Donc, toutes les commandes sur les listes s'appliquent aussi au tuple. Ben non. C'était justement le but de vous montrer ça. Donc, vous voyez, je peux faire, donc là, je vais pas faire le append. Je vais par contre afficher ce que j'ai là. Donc là, vous allez avoir Madrid, Londres, Berlin, Alger. Donc là, vous voyez Rabat, Ouagadougou qui ont bien été ajoutés comme ça, avec le append. Ensuite, là, le for i-in-list, ça m'a permis d'ajouter tout ça. Et là, du coup, ça n'a pas fonctionné. J'ai pas pu ajouter ça sur le tuple. Et donc, du coup, je l'ai fait juste après. Alors, séquence type, d'accord, mais comment on fait alors? Range.
Donc là, range, vous avez votre tuple, list, range, start, stop, step. Et là, en fait, vous allez avoir, ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez ici, c'est que ici, vous allez pouvoir vous documenter pour savoir quoi utiliser. Le but d'un développeur, un développeur, c'est pas quelqu'un qui connaît toutes les fonctions qu'il faut utiliser. Ne vous inquiétez pas si vous savez pas quelle fonction utiliser, il faut savoir aller chercher l'information. Un développeur, c'est quelqu'un qui développe sa culture. Ne vous méprenez pas, si vous faites un peu de développement avec vos élèves, vous entrez dans la peau d'un développeur. Faut pas se dire: «Ah, je suis prof, j'ai pas fait de dev, je suis pas développeur» et cetera. Un développeur, c'est quelqu'un qui utilise du code, qui utilise des langages de programmation et après il y a différents bien sûr, il y a différents niveaux de développeurs, même parmi les métiers de développeurs. Ce que je veux vous dire par là, c'est que, franchement, ce qui fait et pour devenir un bon développeur, c'est la culture et même quand on arrête de développer, c'est la culture qui fait que, notre niveau baisse et ça prend du temps. Donc franchement, concentrez-vous sur comment aller chercher l'information. Il suffit d'avoir des bons sites comme celui-là et puis c'est réglé. Voilà. Alors on peut terminer là-dessus sur les démos, il est 19h14, après je vais faire un exercice, regardez. Je vais vous faire une petite démo. On a encore du temps, hein, Thomas, on a encore, 16 minutes. Je vais faire une petite démo sur le remove. Donc là, je vais faire la liste, je vais faire un remove maintenant. Mais tout à l'heure, il y a eu quelqu'un qui a fait une excellente remarque, il a dit: «On peut utiliser le remove, ça nous évite de préciser l'index». C'est ça qui fait aussi la puissance de Python. En langage C ou en C++ ou en Java, si je veux retirer, Rabat ou Ouagadougou de la liste, je peux pas dire, «Retire Ouagadougou», je peux pas. Il faut que j'aille analyser dans la liste où est Ouagadougou et je l'enlève. Donc il faut que je raisonne en index et ça, c'est galère. Alors que là, je vais faire list, point, remove Ouagadougou. Vous voyez la puissance du truc? Remove, après il faut que je l'écrive bien. Ouagadougou, voilà. Donc là, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous refaire un print. Donc si je fais ça, ça me donne quoi? Et voilà, regardez. Regardez la liste d'avant. Donc là, ça commençait à quoi déjà? Attendez, je vais nettoyer tout. Donc ça, je vais l'enlever. Alors là, je ne vais pas supprimer, commencer à nettoyer le fichier, parce que le fichier, je vais le enregistrer à l'identique et je vais le mettre à disposition pour que vous puissiez le télécharger dans le lien. Donc là, je ne vais pas trop le toucher, je vais juste le mettre en commentaire. Je veux juste en fait vous montrer la différence des listes avant et après le remove. Donc là, vous voyez, il y a alors, il ne faut pas se faire avoir, attention. Ça commence à quoi? À Paris. Donc non, à Canberra, parce qu'on a remplacé Paris par Canberra. Souvenez-vous, on a remplacé Paris par Canberra. Donc ça commence à Canberra. Donc c'est ici, Canberra, Madrid, Londres, Berlin, Alger, Rabat, Ouagadougou. Donc je reprends à Canberra, Madrid, Londres, Berlin, Alger, Rabat et il n'y a pas Ouagadougou. Parce que j'ai fait remove Ouagadougou, donc c'est super. OK, très bien. On termine sur, voilà. On termine sur, bah, sur le dictionnaire. Le dictionnaire, franchement, Sexo, faites-le avec vos élèves, il est magnifique. Alors ils adorent la musique, ils ont des téléphones et cetera. Crée un dictionnaire où, tu vas associer, l'auteur Aya Nakamura, chanteuse R&B, Margot Robbie, actrice, Ezra Miller, acteur. En fait, la différence après avoir vu les listes et les tuples, on va s'intéresser en fait au dictionnaire. Un dictionnaire, c'est quoi? Un dictionnaire, c'est ni plus ni moins, en langage informatique et un dictionnaire aussi en langage commun, c'est ni plus ni moins qu'une base de données de clés-valeurs. Vous prenez la clé, vous avez la définition. Vous prenez la clé, vous avez la définition. Si je vais à, par exemple, je sais pas moi, voiture, 2 points, nom féminin, véhicule servant à porter des personnes munies généralement de 4 roues. Donc vous avez la clé qui est voiture et la valeur qui est la définition. Eh bien, un dictionnaire, Dico, on va l'appeler Dico, il a sa syntaxe. Sa syntaxe, après les crochets, après les parenthèses, il a bien fallu trouver des trucs. Eh bien, on a trouvé les accolades.
On s'est dit, tiens, accolade, on espace par des virgules, et qu'est-ce qu'on met entre les virgules? On met clé, 2 points, valeur. Donc, clé 1, valeur 1. Clé 1, valeur 1. Donc là, on va mettre, l'auteur, par exemple, voilà, on va mettre un Bosch, auteur de rap. Alors ensuite, on va mettre ici Aya Nakamura. Aya Nakamura. Je vais en mettre que 2. Et après, je vais vous montrer comment l'indexer. Donc, je vais mettre 2 points. Il faut que je mette le 2 points. Et elle, c'est une chanteuse de R&B. Donc, de R&B, etc., etc. Donc là, je vais arrêter. J'enlève, tac, tac, tac. Maintenant, comment je vais indexer? Et là, je passe directement sur les tortues. Et là, alors, là, vous allez avoir for i in. Alors, si je mets for i in, là, j'écris print i. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Et je vais vous laisser avec ce mystère. Je vais laisser voir si vous arrivez à trouver quelques éléments là-dessus. En fait, on peut pas mettre directement ce qu'on a, parce que là, il met Bosch et Aya Nakamura. Mais moi, je veux pas lui fort. Et en fait, je veux qu'il me trouve Dico. Genre, non, je veux qu'il me dise quel type de chanson chante Aya Nakamura, par exemple. Si je tape justement print Dico, hop, Aya Nakamura. Ça marche ça ou pas? Et voilà, vous voyez la fin. J'ai tapé print Dico de la clé et il me donne la valeur. Donc la manière d'indexer, si on tape Dico avec un crochet de clé, non, je ne vais pas l'écrire comme ça, Dico de clé donne la valeur associée à la clé. Donc de clé, je vais mettre clé X pour la reconnaître. Voilà. Ah zut. Voilà. Donc, hop, hop, hop. Voilà, Dico clé X donne la valeur associée à la clé. Très bien. Et voilà, donc il est 21, il reste 9 minutes. Je vais terminer par un exercice dans la partie 2. Donc je vais revenir. Donc vous allez voir comment le livre est fait. C'est très très bien fait, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et je ne dis pas ça parce que je suis l'auteur. Mais non, c'est un travail d'innovation, vraiment. On a voulu vraiment s'intéresser à faire quelque chose de fun, à quelque chose de hybride, où on va pouvoir avoir un support matériel, le livre que vous pourrez avoir en main, j'espère bientôt, et quelque chose de moderne, donc la plateforme qui tient sur un smartphone avec une application. Vous pouvez télécharger l'application maintenant sur les stores. On est en train de transférer les contenus et vous verrez ce parcours-là. Et donc là, vous voyez tout ce qu'on a fait là. On a fait du coup Webinaire 2, les variables, le texte. Et là, on a fait Webinaire 3, des tuples. Et là, on va passer sur la partie graphique. J'ai amorcé les boucles avec du H. Donc le webinaire prochain, on va faire le F, G et le I. Donc ça rentrera sur le programme. Sans problème, vous inquiétez pas. Je vous ai fait tout un escape game ici que j'ai codé et les profs, vous avez accès, les élèves n'ont pas accès. Donc, vous pouvez déjà voir la correction. Quand vous y allez en prof, vous avez accès à la correction. Les élèves ne la voient pas. Et ici, on va prendre un exercice au hasard. Allez, il reste 8 minutes, vous allez voir. Prendre un exercice au hasard, les erreurs de Théo, par exemple. Voilà, Théo. Hop là. On va prendre celui-là. Il est corrigé en plus, je crois. Donc je vais le commencer, on va voir si je peux pas le continuer. Vous l'aurez ici. Donc Théo a rêvé un monde où il y avait plusieurs dimanches par semaine. Au réveil, il a tenté d'écrire une fonction Python pour calculer la fréquence d'apparition du mot dimanche dans une liste de noms le jour de la semaine. Mais encore endormi, il a fait 3 erreurs. Donc là, vous avez un code à corriger. Alors, on va prendre
va prendre. Alors, attendez, non. Là, il y a une définition de fonction. Alors, c'est bien, on ne l'a pas vu, mais on va le découvrir. On va le découvrir ensemble. Je vais pas. L'exercice est corrigé, donc c'est pas grave si on ne le termine pas. Il est corrigé en vidéo. Mais par contre, ce qui va m'intéresser, c'est d'introduire un prochain concept, c'est la fonction. Def. Voilà. Def. Donc, du coup, je vais écrire vite fait def frec dimanche de jour de points. Voilà, hop, compte est égal à 0, ok, est égal à 0. Ensuite, for i in range jour, voilà. Et là, on a un if, là, il faut un 2 points. Je vais faire aussi un petit rappel de syntaxe et tout. Voilà, en quelques mots, vous allez voir, c'est assez riche. Égal à dimanche. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait compte est égal à compte plus 1. Voilà. Et après, il fait un return compte. Ah, voilà. Je vais l'écrire à l'identique et on va voir l'erreur qu'il fait. Return compte. Allez, c'est parti. Donc, du coup, frec dimanche de jour. Donc, du coup, dimanche, par exemple, des mots dimanche dans une liste de noms de jours. Hein, dans une liste de noms de jours. Donc, on va la créer, cette liste. Donc, on va écrire, regardez bien, on va écrire lundi. On va écrire lundi. On va écrire virgule, dimanche. Dimanche. Après, on va écrire mardi. On va écrire mercredi. On va écrire dimanche. OK. Hop. 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 Donc là, dimanche, je l'ai mis combien de fois? Je l'ai mis 4 fois. OK. Du coup, j'ai créé la liste rapidement devant vous. La liste, elle est utilisée en argument de la fonction frec dimanche, compte est égal à 0 for i in range. Voilà. Donc là, je vais faire. Donc là, c'est le compteur et je vais faire return. Donc je vais faire print de compte. Je vais afficher le compte. Tout ce qu'il y a avant, je vais le mettre en commentaire. Donc je clique droit, je vais dans, hop là, code source et je fais attacher en commentaire. OK, comme ça, j'ai que ça qui se fait et là, j'exécute et là, il fait if, i égale à dimanche. Donc là, je mets mon 2 points, effectivement. Et là, je fais return de compte. Voilà. Bon. Il y a un problème. Alors, quel est le problème? La première erreur, c'est qu'en fait, le return, il est dans la fonction. C'est dans la fonction qu'on fait le return. Donc, juste cette erreur de tabulation, vous voyez, elle est importante. Donc là, je vais faire. Donc là, il me dit print compte. Ah, bah oui, là, en fait, je veux printer une variable, mais cette variable, elle ne vit qu'à l'intérieur de la fonction. Donc en fait, au moment où j'entre dans la fonction, compte se crée, on dit qu'il est créé dans la stack, la pile, et à la fin, il meurt. Donc quand je suis sorti de la fonction, compte n'existe plus. Donc je veux printer quelque chose qui n'existe pas. Donc ce que je devrais faire, c'est le compte, c'est le déclarer avant. Parce que si je le déclare avant, il va exister encore après. Et là, et voilà. Donc là, du coup, là, j'ai 0. Alors pourquoi j'ai 0? J'ai 0. Donc là, compte est là, compte égal à compte plus 1. Donc il est bien incrémenté. If i est égal, alors i in range jour, for i in range jour. Donc là, il faut faire def range là. Il ne faut pas faire range en fait. Il ne faut pas faire range, il faut faire jour directement. Il faut s'intéresser. On l'a vu tout à l'heure. Donc là, il faut s'intéresser directement à la liste. Donc for i in jour, if i égale à dimanche. Alors, compte est égal à compte plus 1. Alors, for i in jour, là, on a i jour de i, donc i. On va printer. Alors là, on va faire un peu de débugage. On va regarder les i. Voilà. On va regarder à quoi ressemblent les i. Ah oui, bah oui, attendez, excusez-moi.
La fonction, je ne l'ai pas appelée. Je l'ai juste codée. Il faut l'appeler maintenant. Évidemment, donc là, j'ai jour. Voilà. Donc jour, frec dimanche de jour, et attention. Oh là là, ça je l'ai mis entre commentaires, il ne faut pas. Alors, compte déscolarise, compte référence before, compte de 0. Là. Un jour. Bim. Fréquence de jour, print compte. Hop, allez, je refais. Hop, hop. C'était jour, là. Et ce compte n'est pas défini. Alors, donc on a bien le print i. Donc là, je fais du débugage. Le print i. Donc i est bien assigné. Donc si i est égal du coup à si i est égal à dimanche, on a bien l'assignation. Je vais le tester ici. Je vais l'afficher là avant qu'on sorte de la fonction. Et puis les fonctions, on les verra la prochaine fois. Et voilà, 3. Donc là, j'en ai 1, 2, et là, j'en ai combien? J'ai 3 dimanches. Donc là, j'en ai 1, 2, et là, j'en ai 3. Donc là, on peut s'arrêter là, mais on peut continuer, mais on arrive à la fin du webinaire. Vous voyez que ce print-là me donne 0, et ce print-là me donne bien 3. La différence, c'est que compte, ici, ce compte-là, c'est le compte qui a vécu à l'intérieur de la fonction. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et ce compte-là, c'est le compte. Attendez, je vais cliquer ailleurs. Et voilà. Et le compte ici, le compte qui est ici, c'est le compte qui est à l'extérieur de la fonction. Ça, on termine, et c'est super, par un concept qui est important, c'est la viabilité des variables. Les variables ont des durées de vie. On peut être des variables globales ou locales. On a une variable locale ici qui est compte. On peut l'appeler, je vais vous faire une démo de fin, je vais les appeler compte 2, compte 2, compte 2, compte 2. Et en fait, ici, vous allez voir que c'est compte 2 qui est, ça n'a rien changé au programme en fait. Hein. Vous allez voir toujours, à la fin, vous allez avoir 3 et 0. Parce que compte 2 vit à l'intérieur de la fonction. Et le return compte, bah lui, il return 0 en fait. Hein. Donc là, il return 0. Et là, ici, ce compte, il est là. Et donc là, si je fais ça, peut-être que je peux vous le montrer à la fin. On va le faire comme ça. On va le faire comme ça. Hop là. J'ai du webinaire prochain. Hop là. Hop là. Et là, ça va être encore mieux. Donc, vous allez avoir. Voilà. Et donc, du coup, là, le return compte 2. Ah, hop là. Et là, vous allez avoir 3, 3, 0 normalement. 3, 3, 0. Voilà, 3, 3, 0. Et voilà, on y est. Donc, vous voyez ici, quand j'ai fait mon print compte, bah, en fait, j'ai fait le print d'une variable qui était là, qui n'a pas vécu à l'intérieur. Là, j'utilise une variable à l'intérieur qui s'appelle compte 2, qui vit et qui est incrémentée. Hein. Là, on arrive bien, effectivement, à compter le nombre de dimanches, vous voyez. Et à la fin, je l'affiche, donc elle vaut bien 3. Et après, à la fin, j'affiche le retour de la fonction, le travail de la fonction. Et la fonction me livre bien le 3, qui est le nombre de dimanches. Donc c'est bien, c'est le mot de la fin. On termine sur les listes. Un algorithme de comptage des listes, ça répond aussi à la question qui était dans le chat. Est-ce qu'on peut compter le nombre de mots dans une phrase? Bon, on l'a fait dans une liste. On a amorcé le sujet prochain qui est les fonctions et les variables locales, avec un mot sur la fin. Et puis, et donc on est prêt pour le webinaire de fin où on va parler de ces notions-là. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu.
J'espère que vous avez appris des choses. Je vais, laisser la parole à Thomas pour conclure, mais j'espère que, voilà, que vous avez appris des choses et je vous invite vraiment à reprendre les autres webinaires pour vous mettre à niveau pour le dernier webinaire qui va arriver dans quelques semaines. Merci beaucoup, Rabat. Merci beaucoup pour ce webinaire. On vous a mis dans la conversation effectivement le lien où vous pourrez retrouver les précédents webinaires, la page Hachette Evoluliquide. On vous a également mis donc, le lien vers les deux cahiers de première lycée professionnel et lycée technologique. Et je vous rappelle, enseignant de mathématiques en lycée technologique, que vous allez recevoir dans vos établissements fin avril, début mai, des spécimens du nouveau cahier d'algo que nous sortons en collaboration avec Evoluliquide. Ce webinaire vous permet de voir d'une part le cahier, mais également la plateforme. Donc c'est un outil bimédia qui peut être utile et très enrichissant et très ludique avec vos élèves. Le prochain webinaire, c'est le 18 mai. Vous recevrez bien entendu des emailing à ce sujet. Et d'ici 10 minutes, vous allez recevoir un petit questionnaire de satisfaction qui nous remercie d'y consacrer quelques minutes. Cela nous permettra d'être au plus près de vos attentes et de pouvoir, avec Rabat, faire des webinaires qui correspondent vraiment à ce que vous recherchez. Merci beaucoup en tout cas de votre présence ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Rabat. Merci à tous, très bonne soirée à vous et bonne révision. Bonne révision. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.